Cela me permet de vous présenter notre prochain présentateur, M. Olivier Lemieux, qui est professeur à l'UQAR Lévis en administration et politique de l'éducation. Les intérêts de recherche d'Olivier Lemieux s'inscrivent principalement dans les champs de l'analyse politique de l'éducation et de l'histoire de l'éducation au Québec. Il est membre du Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie, du Centre interuniversitaire sur la formation et profession enseignante, du groupe de recherche interrégional sur l'organisation du travail des directions d'établissements d'enseignement du Québec, le GRIDE pour la plupart d'entre nous qui connaissent cette institution, du laboratoire interdisciplinaire de recherche sur l'enseignement supérieur d'IRES et du réseau Périscope, donc plateforme échange, recherche et intervention pour la scolarité et persévérance et réussite. Donc, à vous la parole, Monsieur Lemieux. Merci beaucoup. Je vais partager mon écran. Vous m'entendez bien? Ouais. Oui, parfait. Deux petites secondes, je cherche le PowerPoint. Donc, ça devrait s'afficher. Est-ce que vous me confirmez? Oui, parfait. Bon, alors, bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, en ce matin, pour cette belle journée. Je suis d'abord et avant tout à remercier les organisateurs de l'événement pour leur invitation. Également à vous remercier pour votre présence, bien évidemment. Donc, comme on vient de le mentionner très brièvement, donc, je suis professeur-chercheur à l'Université du Québec à Rimouski au campus de Lévis. Il faut savoir que j'ai une formation universitaire un peu atypique, en ce sens où je proviens d'emblée de la discipline historique, également des sciences politiques. Donc, j'ai fait un certificat en études politiques, bac en histoire, maîtrise en études politiques et mon doctorat en administration et politique de l'éducation, ce qui fait que, oui, je suis tout à fait, en fait, je m'intéresse dans mes travaux beaucoup aux dimensions politiques qui entourent le système scolaire québécois ou encore l'école québécoise, mais aussi, il faut comprendre que ma façon d'aborder le politique s'inscrit souvent dans une perspective historique également. Et donc, c'est ces deux perspectives-là que je vais vous proposer aujourd'hui. Donc, la présentation suivra un plan relativement classique. Tout d'abord, je vais prendre quand même quelques instants pour expliquer avec vous un peu à quoi on peut penser lorsqu'on propose de faire un regard, de poser un regard politique sur une question. Donc, à quoi on fait référence ici. Ensuite, je m'attarderai sur deux grandes tendances de l'histoire et des politiques éducatives au Québec. Une première, la démocratie et la démocratisation. Et la seconde, donc le thème de la journée, l'efficacité et l'efficience, que je mettrai les deux en relation par la suite, dans un dernier temps, en questionnant les changements récents de la gouvernance scolaire au Québec. Puis enfin, bon, je avec une légère conclusion et plusieurs pistes de réflexion. Donc, à quoi fait-on référence lorsqu'on propose un regard politique exactement? En fait, comme le rappellent les pionniers des sciences politiques au Québec, André-J. Bélanger et Vincent Lemieux, la première question d'ordre social à avoir été posée est la question politique. Cependant, si la réflexion sur les phénomènes politiques est ancienne, la science politique ou les sciences politiques représentent une discipline relativement jeune. Mais qu'est-ce que les sciences politiques exactement? S'il n'existe pas de consensus à cet effet, la majorité des chercheurs s'entendent sur ce qui constitue les objets d'études principaux des sciences politiques. Les sciences politiques ont comme objet le politique, la politique et une politique. Alors que le politique, politi, réfère au mode d'organisation du pouvoir et de l'autorité relatif à la prise de décision dans une société, par exemple l'organisation de l'État ou du gouvernement, eh bien, la politique, au sens de politics, correspond plutôt au jeu de concurrence et de compétition auxquels participent différents groupes, par exemple des partis ou des groupes de pression, ou des individus, afin de prendre le contrôle sur la prise de décision, de l'orienter, de l'influencer. Une politique, enfin, au sens de policy, désigne pour sa part le mode d'intervention employé par le groupe ou l'individu au pouvoir pour initier ou incarner une décision, par exemple par une loi, un règlement ou encore un programme. L'emploi du pluriel pour désigner les sciences politiques n'est pas anodin. En fait, les plus anciennes racines des sciences politiques se trouvent du côté de la philosophie politique et de sa recherche d'une conception globale du monde et de son évolution, de l'homme et de la société. Puis se sont progressivement ajoutées les réflexions entourant l'État et ses gouvernants et les nombreuses connaissances historiques où s'entrecroisent une multitude de dates, d'événements, de grands personnages ou de textes fondateurs parmi lesquels l'individu
peut alimenter ces réflexions. Les sciences politiques s'alimentent enfin de nombreux savoirs développés depuis le milieu du 20e siècle grâce aux échanges avec la démographie, l'économie, la sociologie et la psychologie. Ainsi, comme le suggère l'important politologue français Jean Leca, les sciences politiques forment une discipline carrefour, pratiquée inévitablement par des hommes carrefour ou des humains carrefour plutôt, capables d'utiliser une panoplie d'approches et de méthodes permettant d'étudier les phénomènes politiques sous tous ses angles. De ces origines découlent aujourd'hui 5 spécialités selon le politologue Jean-Louis Marie. L'histoire des idées et la philosophie politique, les relations internationales, les méthodes de la science politique, la sociologie politique, ainsi que l'administration et l'analyse des politiques publiques. Au Québec, les chercheurs en sciences de l'éducation proposent des regards politiques, tendent surtout à s'inscrire dans cette dernière perspective, soit l'analyse des politiques publiques ou l'analyse des politiques éducatives. Un certain nombre de sociologues de l'éducation, comme Claude Lessard ne nommer que celui-ci, se réclament assez ouvertement de cette spécialité. Plusieurs chercheurs situent la naissance de l'analyse des politiques publiques à la fin des années 50 et l'associent à l'influence de Charles Lindblom, lequel commence déjà à l'époque à questionner l'État-providence. C'est durant cette période que naît le premier grand courant de l'analyse des politiques publiques, à savoir le fonctionnalisme. Puisque ces outils dans les sciences d'administration et dans les sciences sociales, puisant ces outils plutôt dans ces sciences, ce courant s'intéresse aux organisations et à leur rapport avec leur environnement. Surtout, il vise à examiner les conditions de réussite du changement et à l'instauration d'une école efficace. Ce premier courant va cependant connaître de sérieuses critiques, les plus importantes concernant son grand optimisme quant à la possibilité de changement, ainsi que l'occultation du symbolisme entourant une politique. C'est avec la crise des années 70 qu'apparaît le deuxième grand moment d'analyse des politiques publiques. À la fois descriptive et prescriptive, l'analyse des politiques publiques procède à des ruptures avec l'analyse classique de l'État en le saisissant à partir de ses outputs plutôt que ses inputs, donc à partir de ses rouages bottom-up, plutôt que son sommet top-down. Or, c'est surtout aux analyses critiques d'inspiration marxiste et structuraliste que nous devons ce regard porter sur la société tout entière plutôt que sur l'État. Les travaux de Bourdieu et Passeron influencent grandement ce nouveau courant. C'est aussi au cours de cette période que naît le néo-institutionnalisme grâce à un article signé par John W. Mayer et Brian Rowan en 1977. Dans cet article, ce dernier démontrait que les structures d'une organisation ou des dimensions symboliques s'appuyant sur les croyances en l'efficacité d'une règle, d'une procédure ou d'une technique. Depuis, de manière générale, ce courant pose la nécessité de penser le rôle des institutions, vus comme des lieux de médiation entre les structures sociales et les comportements individuels, pour en comprendre les expressions. Il est généralement admis que la contribution du néo-institutionnalisme est d'avoir remis en question le monisme des approches systémiques et d'avoir offert une place plus importante au regard historique pour saisir les grandes continuités et ruptures des politiques. D'autres approches naîtront par la suite, comme celle du faire sens ou cognitif. Cependant, l'analyse que je vous propose aujourd'hui, au cours des prochaines minutes, s'appuie toutefois sur une approche néo-institutionnaliste, et c'est pourquoi je ne m'éterniserai pas sur ces autres approches. Plus précisément, je vous propose une lecture des changements récents effectués au modèle de gouvernance par le parti au pouvoir, donc au cours des dernières années, à la vue de deux grandes tendances dépeintes à l'intérieur de mon dernier ouvrage, co-signé avec Jean Bernatchez sur le sujet, soit, qui porte sur la gouvernance scolaire au Québec, soit celle du développement d'une démocratie scolaire et d'une démocratisation de l'école. Et celle de la recherche d'une efficacité et d'une efficience, thème de la journée. En ce qui concerne la démocratie et la démocratisation, tout d'abord, eh bien, il faut rappeler qu'au Québec, la démocratie scolaire est très ancienne. Elle apparaît éphémère dès 1829 avec l'adoption de la loi sur les écoles de syndic. Un syndic, à l'époque, est le nom donné aux administrateurs généralement élus par des propriétaires fonciers d'une paroisse, d'une seigneurie ou d'un canton. Ces propriétaires, réunis en syndic, pouvaient alors fonder, administrer, entretenir des écoles sur leur territoire avec un soutien financier du gouvernement et le droit de percevoir des taxes. Un modèle semblable, mais pas identique, va se pérenniser à partir de 1841 avec la création des commissions scolaires, bien que cette démocratie scolaire représentative va connaître tout de même quelques variations dans le temps, principalement à l'égard des conditions quant à la qualité de l'électeur.
par exemple, un propriétaire foncier masculin payant la taxe scolaire au départ. Puis, à partir de 1899, un contribuable masculin est alphabétisé. Puis, ensuite, les femmes, à partir de 1943, les parents d'élèves à partir de 1961 et tout adulte de 18 ans et plus à partir de 71, donc le suffrage que l'on dit universel. Il demeure que le modèle de gouvernance au Québec demeure alors presque inchangé jusqu'à la Révolution tranquille, une période se caractérisant par une modernisation accélérée des institutions et des mœurs québécoises, et mis sur pied en 1961, surtout à partir de la mise sur pied en 61 de la Commission royale d'enquête sur l'enseignement de la province de Québec, la Commission Parent. Au moment où est mise en place la Commission Parent, l'état du réseau scolaire est alarmant. Les commissions scolaires font face à l'absence d'une autorité unifiée, à des dualités profondes, par exemple à l'égard de la religion, des langues, des sexes, à une pluralité des programmes d'études et à un sous-financement structurel et une sous-scolarisation des Canadiens français. De ce fouillis découlent d'importantes disparités et inégalités au sein de la population québécoise. Comme le rappelle le sociologue et ex-commissaire Guy Rocher, bon nombre des importants changements apportés à l'époque sont alors effectués dans un esprit de démocratisation. Il prend forme à travers un accès généralisé à une éducation de qualité, une démocratisation du pouvoir politique, une démocratisation de la prise de décision locale dans les commissions scolaires et une démocratisation du financement de l'éducation. Si, selon Rocher, l'accès généralisé à une éducation de qualité est une fin en soi, celle du pouvoir politique représente des moyens pour atteindre cette fin. Ces moyens prennent forme à travers la création du ministère de l'Éducation, ayant à sa tête un élu pour la première fois, un ministre de l'Éducation, lequel devient le principal acteur décisionnel du système scolaire québécois, et du Conseil supérieur de l'Éducation aussi, lequel devait réunir des acteurs du milieu scolaire en vue de conseiller le ministre, ainsi qu'à travers d'autres aussi, à travers aussi le financement lié à l'égalité du fardeau fiscal et des ressources. Pour sa part, la démocratisation de la gouvernance scolaire va plutôt connaître une lente transformation. Ainsi, aux côtés d'une démocratie scolaire représentative présente à travers le ministre et les commissions scolaires, va se déployer une démocratie scolaire dite participative, porteuse d'une vision de la gouvernance visant à substituer la culture de protestation des acteurs scolaires par une culture de collaboration. C'est cette vision qui conduit à la création du Conseil supérieur de l'éducation, qui s'appuie sur plus d'une centaine de bénévoles siégeant à la table du Conseil sur 5 commissions et 3 comités pour atteindre sa mission de conseiller le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur sur toutes questions relatives à l'éducation, en répondant à leurs demandes d'avis, mais aussi en effectuant des travaux à sa propre initiative et portant sur des thèmes qu'il juge pertinents. C'est aussi dans cet esprit que vont se multiplier des lieux de consultation et de participation au sein des établissements scolaires, des commissions scolaires aussi, comme les conseils d'établissement, bien évidemment, ou les comités de parents, permettant aux acteurs locaux de prendre part à la prise de décision locale, ou du moins de l'influencer quelque peu. Voici donc la première tendance que je voulais vous présenter. Et donc, maintenant, nous allons avec la seconde tendance, c'est-à-dire l'arrivée de l'efficacité et de l'efficience comme paradigme au Québec. Si la démocratie et la démocratisation scolaire représentent une tendance lourde et ancienne de l'histoire de l'éducation au Québec, il en va de même plus récemment de la recherche d'une efficacité et d'une efficience. Mais à quoi fait-on référence exactement par efficacité et efficience? Comme le suggère l'Office québécois de la langue française, l'OQLF, l'efficacité s'ancrerait dans le rapport entre les résultats obtenus et les cibles ou les objectifs fixés. Pour sa part, l'efficience prend forme dans le rapport entre les résultats obtenus et les ressources utilisées pour les atteindre. Ça ressemble pas mal à ce que M. Guinet nous a dit tout à l'heure. Avec des mots un peu différents, mais on retrouve pas mal la même logique. Ainsi est efficace le système qui atteint sa cible ou son objectif et est efficient celui qui emprunte le moins de ressources financières, matérielles ou humaines possibles pour le faire. Au Québec, les chercheurs identifient souvent l'introduction de l'efficacité et de l'efficience comme tendance lourde, voire comme paradigme, à l'arrivée du New Public Management et de la gestion axée sur les résultats à partir des années 90 et surtout des années 2000. Cela étant, je suis d'avis que la recherche de l'efficacité définie dans des termes à peu près identiques de ceux de l'OQLF, qui sont en fait les termes du New Public Management aussi, sont apparus minimalement dès les années 70 au Québec.
Bien que la réforme parent, dont je parlais tout à l'heure, ait eu pour effet d'améliorer l'accès à l'éducation pour une frange plus grande de la population, plusieurs critiques sont soulevées dès les années 70. On déplore à l'époque que les investissements massifs faits au Québec dans le domaine de l'éducation n'ont pas conduit à une amélioration tangible de la qualité de l'éducation. C'est dans cet esprit que le ministre de l'Éducation, le péquiste Jean-Yvan Morin, Jacques-Yvan Morin, excusez-moi, rend public en 1977 un document intitulé L'enseignement primaire et secondaire au Québec, livre vert. Selon André Brassard, éminent chercheur universitaire québécois en administration de l'éducation, le bilan dressé par le livre vert est assez peu reluisant. On dira alors que l'école publique ne répond pas à ce qu'on attend d'elle et que l'activité éducative ne répond pas à des objectifs précis. Il dira aussi que le choix de l'école par les parents est restreint, sinon inexistant, et que leur participation à la vie de l'école et à la prise de décision est très limitée. Que le statut de l'école et des acteurs scolaires qui y œuvrent est imprécis, particulièrement celui du directeur de l'école. Enfin, que la répartition des rôles et des responsabilités entre les instances centrales, donc le ministère, intermédiaire, les commissions scolaires et locales, les écoles, doit être revue. Autrement dit, l'inefficacité du système découlerait de sa lourdeur et de sa bureaucratie due à la centralisation mise en place dans les années 60, en vue de la justice sociale notamment. D'importantes réformes visant la décentralisation des rôles et des responsabilités vers les établissements scolaires et les parents sont alors initiées, lesquelles vont se poursuivre au cours des années 90 et 2000 avec des réformes successives suivant les États généraux sur l'éducation. Il est à l'époque attendu que cette décentralisation devienne un levier permettant de favoriser la réussite du plus grand nombre en donnant, et là je cite ici le rapport des États généraux, la capacité pour chaque école d'adapter ses services aux besoins et aux caractéristiques de la population qu'elle dessert. Fin de la citation. Celle-ci devait alors prendre essentiellement forme à travers le principe de subsidiarité, lequel veut que les pouvoirs et les responsabilités soient délégués au niveau approprié d'autorité, donc dans le cadre du système scolaire le plus près possible de l'élève, mais aussi vers l'augmentation de l'autonomie des établissements scolaires. Et donc, alors qu'un mouvement de décentralisation change graduellement la gouvernance scolaire au Québec depuis les années 80, il s'accompagne toutefois d'un autre mouvement qui modifie au même moment les pratiques de gestion gouvernementale, soit la nouvelle gestion publique, le New Public Management. Cette approche qui se veut une réponse administrative aux problèmes inhérents de l'État-providence jugé trop lourd, archaïque, peu efficace, prône la modernisation de l'administration publique dans un but d'amélioration de son rapport coût-service, autrement dit de son efficience. Dans cette perspective, elle assimile les bénéficiaires d'un service public à des clients et introduit dans le secteur public des approches, des méthodes, des techniques de gestion du secteur privé, comme la compétition. Elle met aussi l'accent sur les résultats et sur l'efficience budgétaire. 6 principes sont au cœur de ce mouvement. L'obligation de résultat, la transparence, la responsabilité, l'autonomie, la reddition de comptes et la participation effective pour les parties prenantes au processus de gestion. 2 composantes principales sont au cœur de l'approche, soit la gestion axée sur les résultats, la GAR, on l'a évoqué tout à l'heure lors du petit sondage en début de séance, et en conséquence, la flexibilité décisionnelle et opérationnelle accordée aux gestionnaires pour atteindre les résultats. Les commissions, ou plus tard les centres de services scolaires, sont ainsi évalués dans cette perspective par le ministère en fonction de l'atteinte ou non de cibles qui auront fait l'objet d'une convention entre les 2 instances. Par exemple, l'augmentation de tel pourcentage du taux de diplomation. En contrepartie, les directions d'établissements scolaires et leur équipe école se voient offrir une latitude sur les moyens à entreprendre pour atteindre ces objectifs, car ces derniers, dans un esprit de professionnalisation et de subsidiarité, sont perçus comme les mieux à même de juger des besoins de leur milieu. Et donc, cela nous conduit maintenant au changement récent politique, mis en place par le dernier gouvernement, sous ces 2 législatures, j'entends, qui est venu vraiment procéder à d'importants changements sur le modèle de gouvernance. En effet, depuis son élection en 2017, la coalition Avenir Québec a grandement changé le modèle de gouvernance au Québec au moyen de 2 projets de loi, soit le projet de loi 40 du ministre Roberge adopté en 2020 et le projet de loi 23 du ministre Drainville adopté en 2023, tout juste à la fin de l'année. Donc, ça fait à peine quelques semaines.
Donc le projet de loi 40, signe l'arrêt de mort des commissions scolaires francophones, des instances de démocratie scolaire représentative presque bicentenaires. Et le second, celui de plusieurs instances au cœur de la démocratie scolaire participative au Québec, comme le Conseil supérieur de l'éducation ou le Comité d'agrément des programmes de formation de l'enseignement, le CAPFE. Autrement dit, les deux vont à contre-courant, en quelque sorte, de la première tendance présentée dans le cadre de cet exposé, soit celle de la démocratie et de la démocratisation. Chose remarquable, cependant, cette rupture à l'égard de cette grande tendance se fait dans les deux cas au nom de la seconde tendance, soit la recherche d'une efficacité et d'une efficience du réseau. Le processus de légitimation, en fait, qui les accompagne est toutefois fort différent. Conforme à son plan de gouvernance scolaire, le projet de loi du ministre Roberge vise alors, et je le cite, à donner davantage d'autonomie aux écoles afin d'offrir de meilleurs services aux élèves. Je fais fin de la citation. Ainsi, une réforme de la gouvernance du réseau public représente à l'époque pour la Coalition du Québec la solution à plusieurs problèmes structurels qui entraîneraient une lenteur du système, une absence de flexibilité et un manque de services aux élèves. Conséquemment, le plan de gouvernance scolaire propose, je le cite, de renverser la pyramide scolaire en décentralisant le réseau, notamment par l'abolition des structures représentatives et électives pour le réseau francophone, donc dans les commissions scolaires. Cette opération prétend alléger la bureaucratie et le nombre d'intermédiaires ne donnant pas de services directs aux élèves, ainsi qu'à augmenter la capacité d'agir des directions d'établissement et l'autonomie professionnelle du personnel enseignant. Or, c'est ce qui s'en prend le plus avec le projet de loi du ministre Drainville. Il s'agit sans doute du projet de loi le plus ouvertement centralisateur qu'ait connu le Québec au cours des dernières décennies. En fait, plus que centralisateur, il est porteur d'une vision autoritaire de l'État et du système. Des éléments semblent renforcer plus que jamais, en fait, dans ce projet de loi, ou maintenant dans cette loi, en fait, qui est adoptée, des principes de la gestion axée sur les résultats, en prévoyant notamment la conclusion d'ententes de gestion et d'imputabilité entre le ministre et les centres de services scolaires, contenant notamment des indicateurs nationaux, des objectifs et des orientations, ou en permettant au ministre de désigner un système de dépôt et de communication de renseignements en éducation et d'obliger certains organismes à recourir à ce système. Le ministre aussi se donne comme pouvoir de pouvoir invalider les décisions prises dans les centres de services scolaires, de nommer des membres des conseils d'administration, etc. Cela dit, la loi 23 va également à contresens des principes même du New Public Management, à mon avis, en centralisant au passage plusieurs pouvoirs jusque-là dévolus dans ces instances intermédiaires et locales, notamment en confiant au gouvernement la nomination du directeur général de chaque centre de service, en permettant au ministre de pouvoir pourvoir au poste vacant des conseils d'administration et d'annuler des décisions prises par ces conseils d'administration. Ainsi, il renforce les mesures de contrôle tout en limitant la latitude des gestionnaires en milieu scolaire et leur équipe école sur les moyens empruntés pour atteindre les objectifs fixés par le ministre. En fait, si la loi 23 renforce plus que jamais le principe de la gestion axée sur le résultat, il va tout de même à contre-courant avec la tendance observée depuis les années 70 visant, en vertu du principe de subsidiarité, à rapprocher la prise de décision le plus près possible de l'élève en suggérant que le ministre est le mieux à même de prendre ses décisions. Enfin, la loi 23 menace aussi, à mon avis, le ministre de bien jouer son rôle. Qu'attendons-nous, en fait, d'un rôle de ministre de l'Éducation? En fait, le rôle du ministre de l'Éducation est de piloter le système scolaire en veillant à la cohérence des encadrements légaux et réglementaires en vue de l'atteinte de la mission de l'École québécoise d'instruire, de socialiser et de qualifier les élèves. Ce travail de pilotage s'exerce à travers l'orientation des actions des centres de services et des commissions scolaires, par exemple en fixant des objectifs. Depuis l'adoption de la loi 40 et la disparition des élus scolaires dans le réseau francophone, soit les commissaires, nous observons que le ministre arrive de moins en moins à jouer ce rôle de pilote, à mon avis, en devant gérer quotidiennement l'actualité et les problèmes faisant les manchettes. Cela m'apparaît être le symptôme d'une repolitisation de la chose scolaire qui sort le ministre de son rôle d'État, à savoir présider aux grandes orientations du système sur la base de considérations sociétales et qui vient inscrire davantage dans le giron de l'administration et de l'organisation scolaire, qui relève traditionnellement des instances intermédiaires et locales. Ainsi, je suis d'avis que les dispositions de la loi 23 visant à renforcer le lien d'autorité du ministre
envers les directions générales et par la marge des directions d'établissement ne viendront qu'augmenter cette situation en mettant de plus en plus de chaleur autour du ministre, appelé à se livrer à une certaine micro-gestion. En conclusion, en 2011, le politologue Maxime Ouellette signait un texte intitulé Les gestionnaires de l'apocalypse dans le magazine engagé à Babar, dans lequel il proposait une lecture du manifeste de l'avenir du Québec rédigé par François Legault et Charles Sirois. Il faut se rappeler à l'époque que la coalition Avenir Québec n'était toujours pas créée. En fait, c'était un mouvement initié par Legault et Sirois. Donc, ce manifeste-là présentait un peu leur projet de société. De cette lecture, Maxime Ouellette retenait que l'ambition principale de la future coalition était de, je le cite, dissoudre des institutions publiques québécoises dans un processus de contrôle managérial visant à produire des individus adaptés à la dynamique de croissance et réfléchie qui caractérise notre époque. Fin de la citation. Malgré les envolées du politologue, ces réflexions font aujourd'hui office de certaines prophéties. Arrêt de mort des méta-récits dont s'était dotée la société québécoise au moment de sa modernisation, par exemple celui de la démocratie participative. Vision managériale de l'État, réduisant l'équation de la prise de décision au calcul coût-bénéfice. Vision réductrice de l'éducation en vue de la production d'un homme nouveau, adapté à l'économie du savoir. Resserrement du système par des mesures de contrôle, des critères de performance, etc. Adeptes de l'efficacité à tout prix, les principaux artisans de la CAQ ne pourront pas être targués de souffrir d'incohérence. En fait, leur vision de l'éducation est fidèle à cette vision de l'État, voire à cette conception du monde où le caractère humain, la confrontation d'idées, le dialogue, la réflexion commune et les délibérations apparaissent comme les relents d'une société démocratique dépassée, considérée comme inefficace et sous-performante. Je terminerai pourtant avec cette réflexion, petite réflexion. Si nous parlons en leurs termes davantage, que savons-nous exactement de l'efficacité, de la centralisation et de la hiérarchisation des systèmes? Selon Andreas Schleicher, donc figure importante père des enquêtes PISA, figure importante de la gestion axée sur les résultats, on pourrait dire, qui n'est pas, ici on ne parle pas ici d'un militant radical de gauche, là, on s'entend. Là. Et je le cite ici, dans ses recherches, donc dans un ouvrage qui a été réédité ici au Québec, et donc porte, à l'égard de cet ouvrage-là, en fait, il s'intéresse à l'efficacité des systèmes. Eh bien, il dit, je le cite, l'autonomie des établissements dans la définition des programmes et des politiques d'évaluation des élèves est corrélée de façon positive avec la performance globale du système. Autre argument en faveur de l'autonomie au sein des systèmes d'éducation, elle incite plus fortement à l'innovation. Les établissements les plus performants sont des lieux où les gens veulent travailler et où ils peuvent mettre en œuvre de bonnes idées. Il ajoute, à l'inverse, le changement novateur est plus difficile dans des structures hiérarchiques et bureaucratiques conçues pour récompenser la conformité aux règles et aux règlements. Fin de la citation. Autrement dit, il est très paradoxal d'observer qu'au Québec, une réforme des structures renforçant le lien d'autorité et préconisant une vision hiérarchique de l'État et des services scolaires est en train de se déployer au nom d'une efficacité et d'une efficience, ou du moins d'une recherche d'efficacité et d'efficience, alors que les recherches les plus avancées sur la performance des systèmes tentent à démontrer que les systèmes autoritaires et hiérarchiques ne sont pas les plus performants. Qu'est-ce que cela nous dit sur notre société et nos dirigeants? Et je terminerai avec ceci. Merci beaucoup.